Ce hors-série est proposé par Schneider Electric dans le cadre de son programme Impact Maker. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Impact Maker pour lequel nous sommes allés rencontrer un des acteurs français d'une filière en pleine effervescence, celle de l'hydrogène. Filière au cœur de toutes les attentions et de beaucoup d'investissements publics aussi, puisque cette molécule de gaz est vue comme une alternative aux énergies fossiles et donc comme un des leviers les plus prometteurs de la décarbonation de l'industrie et des transports. Or, si l'on s'intéresse au transport des marchandises, par exemple, le fret international, c'est 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, qui pourra carburer à l'hydrogène demain ? Et surtout, comment l'hydrogène peut accélérer l'électrification de nos usages ? Voici donc Hydrogène de France, une PME française qui propose une réponse à cette question, puisqu'elle produira bientôt des piles à combustible géantes pour produire de l'électricité décarbonée à partir de l'hydrogène. Hanan El Amraoui est la directrice générale adjointe de HDF. Nous l'avons rencontrée près de Bordeaux, dans une usine encore un peu vide et flambant neuve. Bonjour Hanan El Amraoui. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Blanquefort. On est sur l'ancien site industriel de Ford, où vous avez inauguré cette usine Hydrogène de France tout récemment, au printemps 2024, c'est ça ? Exactement. Ici, on se trouve donc sur le site où seront fabriquées vos piles à combustible forte puissance. D'abord, qu'est-ce que c'est une pile à combustible ? Alors, une pile à combustible, c'est un dispositif qui convertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité. Donc, il y a une réaction chimique qui permet de convertir l'hydrogène et l'oxygène. Ensuite, il y a de l'eau qui est produite par cette réaction chimique. Et donc, ça nous fait, comme un groupe électrogène, de la production d'électricité dès lors qu'on a de l'hydrogène qui est introduit dans la pile à combustible. À Blanquefort, on fabrique des piles à combustible de grand format. Ça fait 27 tonnes en sortie d'usine, 12 mètres de long, 3 mètres de haut. Ça embarque 1,5 MW d'électricité. C'est à peu près la consommation électrique de 2900 foyers par an. Ces piles à combustible XXL, à quoi et à qui est-ce qu'elles sont destinées ? Alors, elles sont destinées pour 3 marchés. Le premier, c'est de produire de l'électricité pour les réseaux électriques, donc les opérateurs d'électricité publique. Ensuite, c'est de pouvoir décarboner les secteurs de la mobilité, et notamment du transport de marchandises, que ce soit transport maritime par bateau ou transport par train, donc le transport ferroviaire. Hydrogène de France est donc une jeune PME très présente à l'international. Est-ce que vous nous en feriez un petit portrait rapide ? Oui, effectivement. Donc, on est une entreprise pionnière dans le secteur de l'énergie, hydrogène. On a été fondé en 2012 par Damien Havard, qui est toujours l'actionnaire majoritaire de la société. On est ici à Blanquefort, c'est le siège social d'HDF, mais on est présent dans plus de 30 pays. On a aujourd'hui 150 employés, ce qui n'était pas le cas en 2021. 2021, une étape majeure pour HDF qui est l'introduction en bourse, où on était un peu moins de 20 employés. Donc on a une croissance très rapide en 3 ans. Et on s'est donné comme mission de développer des solutions énergétiques décarbonées en utilisant l'hydrogène. Hanan El Amraoui, on va parler des usages auxquels sont destinées vos piles à combustible, mais d'abord un point sur l'hydrogène. C'est un gaz qui est aujourd'hui à 95% d'origine fossile, puisqu'il est produit à partir du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre, mais il existe aussi de l'hydrogène vert, de l'hydrogène rose, de l'hydrogène décarboné. De quelle couleur est votre hydrogène ici à Hydrogène de France et en quoi est-ce qu'il est propre ? Alors, notre hydrogène, il est vert ou décarboné. C'est-à-dire qu'il vient soit de l'énergie renouvelable, solaire et éolien, donc pour l'hydrogène vert, soit du nucléaire, et c'est ce qu'on appelle l'hydrogène décarboné. Il existe d'autres façons de produire de l'hydrogène. On parle de l'hydrogène bleu également, qui est également un hydrogène produit à partir de gaz naturel, mais il y a une captation du CO2 en sortie. Donc, c'est plus propre que l'hydrogène qui est seulement produit à partir du méthane qui vient du gaz naturel. Mais HDF, on s'est vraiment focalisé sur un hydrogène vert ou décarboné qui permet finalement de rendre notre électricité en sortie complètement décarbonée. Si l'hydrogène n'est pas propre ou il n'est pas décarboné, notre électricité ne le sera pas non plus. Question au passage, est-ce que cette usine ici à Blanquefort où on se trouve, est-ce qu'elle est verte elle aussi ? Est-ce qu'elle fonctionne
aux énergies renouvelables? Oui, aujourd'hui, l'usine sera alimentée aussi par des énergies renouvelables. On a un parc solaire en toiture qui est installé, qui permet de contribuer grandement à la consommation électrique de l'usine. Et puis, on a reçu une certification BREEAM, qui est équivalente à la certification haute qualité environnementale HQE française. On a le label Very Good et qui permet de pouvoir évaluer l'impact environnemental de la construction de notre bâtiment. Et puis, on aura également cette certification qui sera reconduite lors de l'exploitation de l'usine pour pouvoir suivre certains critères, notamment la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la valorisation des déchets, mais aussi le bien-être des employés. Et ça a été aussi un choix que l'on a fait chez HDF de s'installer proche d'une gare de train, d'une gare de tramway, pour qu'on soit rapidement aussi proche du centre-ville et des grands axes de transport en commun. Donc, votre développement à Hydrogène de France va s'articuler autour des 3 marchés que vous visez, le fret ferroviaire, la mobilité lourde maritime et les réseaux publics d'électricité. Sur le fret ferroviaire, en quoi consiste votre solution et aussi quel gain, quel avantage est-ce que ça représente? Sur le fret ferroviaire, c'est un secteur qui est encore très dépendant des locomotives diesel, que ce soit en France ou en Europe ou même partout dans le monde. Et donc nous, il s'agit de mettre en œuvre en fait une solution de logistique et de ravitaillement en hydrogène renouvelable d'un système à pile à combustible et de pouvoir remplacer le groupe diesel, le moteur diesel, son réservoir diesel par la pile à combustible et le réservoir hydrogène. Donc ça permet finalement à une locomotive diesel qui doit fonctionner grâce à son groupe diesel, d'en faire une locomotive 100% électrifiée qui fonctionnerait avec une pile à combustible. Dès lors que l'hydrogène est propre, la locomotive ne produit que de l'eau en sortie. Donc c'est vraiment une façon de décarboner le secteur du ferroviaire. Une notion aussi importante sur le fret ferroviaire, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir électrifier les locomotives, il y a aussi une façon de faire, c'est d'électrifier les lignes ferroviaires. L'électrification des lignes ferroviaires coûte très cher. En fonction de la condition géographique là où on se trouve, ça peut aller de 350 000 € par kilomètre jusqu'à 1,5 million d'euros le kilomètre. Donc c'est vrai que quand il y a des lignes ferroviaires très peu utilisées, l'État ne prend pas la décision du coup de mettre en place une électrification pour ces lignes. Donc les locomotives sont obligées d'embarquer un groupe diesel alors que la grande partie de leur trajet est sur des lignes électriques ferroviaires. C'est là où la pile à combustible va jouer un rôle important, c'est qu'elle va permettre que sur tout le chemin, de bout à bout, d'une locomotive de fret, toute la locomotive sera électrifiée. Une partie grâce à la ligne qui est elle-même électrifiée, et puis ensuite une autre partie, c'est la pile à combustible qui prend le relais pour les bouts qui ne sont pas électrifiés. Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur des émissions de CO2 évitées en installant une pile à combustible dans une locomotive de fret ferroviaire? Alors une locomotive qui fonctionne au diesel, c'est pour chaque litre de diesel utilisé, 2,7 kg de CO2 émis. Et une pile à combustible, évidemment, on ne va pas utiliser de diesel. Donc dès lors qu'on met une pile à combustible à la place du moteur diesel, pour chaque litre de diesel, on économise 2,7 kg de CO2. La seule empreinte carbone de la pile à combustible est lors de sa fabrication. Lors de son utilisation, elle n'émet pas de CO2. Par contre, lors de sa fabrication, elle peut être émettrice de CO2 comme n'importe quel outil que l'on va fabriquer dès lors qu'on achète des composants qui ne sont pas à 500 mètres de notre usine. Le fret ferroviaire en France, par exemple, c'est seulement 11% du transport de marchandises. Et ça a décliné pendant 30 ans avant de remonter très légèrement depuis 2015, alors que le fret routier se développe. Quelle est l'ampleur de ce marché pour vous, puisqu'on sait aussi que le ferroviaire en France toujours, c'est moins de 1% des émissions du secteur des transports? Oui, la France n'est pas forcément l'exemple très représentatif du marché que souhaite adresser HDF. Il y a environ 100 000 locomotives diesel dans le monde, encore aujourd'hui. On souhaite adresser un marché où la part modale du fret ferroviaire dans la part du transport est importante. On est vraiment sur des pays comme les États-Unis où 1% des lignes sont électrifiées seulement, avec par contre 40% de la part modale du transport de marchandises qui est faite par train. Et donc c'est ce type de marché-là que l'on va viser afin d'avoir un vrai impact sur la décarbonation d'un secteur qui est très représentatif du transport de marchandises. Autre marché que vous voulez décarboner, la mobilité lourde maritime. Et là, les enjeux sont lourds. 90% des marchandises consommées dans le monde transitent par la mer et ça pourrait doubler d'ici à 2050. Et le fret maritime qui carbure très largement au fioul, c'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc presque autant que le secteur aérien.
Quelle solution peut représenter votre pile à combustible pour tous ces porte-conteneurs ? Alors, on n'adresse pas forcément que les porte-conteneurs, parce que le transport maritime, il n'est pas que pour le transport de marchandises maritimes. On adresse également le transport des passagers, donc les navires, les ferries, les bateaux de croisière. C'est aussi un secteur d'activité important pour HDF. La priorité, c'est de remplacer la propulsion en diesel de ces navires. Notre pile à combustible, elle permet de remplacer les groupes électrogènes pour alimenter les auxiliaires d'un bateau quand il est à bord, et ensuite de pouvoir alimenter en propulsion électrique le navire, et enfin de pouvoir également, lorsqu'il est à quai dans le port, alimenter d'une façon électrique le bateau pour éviter que les bateaux continuent à faire tourner leur groupe électrogène. Le marché aujourd'hui représente à peu près 100 000 bateaux dans le monde, lorsqu'on se concentre sur les navires, sur les porte-containers. Donc c'est un marché qui est très gros, c'est à plus de 100 milliards de dollars en termes de perspective. Et donc HDF espère bien capter un pourcentage de marché assez représentatif dans les prochaines années. Troisième et peut-être principal axe du développement de Hydrogène de France, les centrales électriques à hydrogène, clé en main pour les réseaux électriques publics. D'abord, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'une centrale électrique hybride. On va combiner les énergies renouvelables classiques, éolien, solaire. Une partie de cette électricité est injectée sur le réseau électrique et une autre partie est injectée dans une machine qu'on appelle l'électrolyseur. Cet électrolyseur, il permet de casser la molécule d'eau en deux, de produire de l'hydrogène, on le stocke sur le site, et une pile à combustible va venir récupérer l'hydrogène et produire l'électricité. Donc la journée, on va utiliser le parc solaire pour produire l'électricité, et la nuit, on utilisera la pile à combustible lorsqu'il n'y a plus de soleil. Donc ça permet vraiment d'avoir une centrale électrique qui permet de produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de l'électricité. Ce qui n'est pas possible avec l'éolien ou l'énergie solaire aujourd'hui. C'est vraiment une solution de stockage d'électricité et de restitution quand on en a besoin. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle le pilotage des centrales électriques et qui est la clé pour n'importe quel opérateur électrique, c'est de pouvoir utiliser les centrales électriques quand il en a besoin. Est-ce que vous avez une de ces centrales en fonctionnement quelque part ? Alors, on a une centrale qui est en cours de construction, qui est en Guyane, qui devra être mise en service courant 2026. Donc c'est une centrale électrique qui permet de pouvoir produire l'électricité pour à peu près 10 000 foyers et d'éviter notamment 39 000 tonnes des CO2 annuellement. Et on a une pile à combustible qui a été installée dans une raffinerie en Martinique qui permet de récupérer de l'hydrogène qui est produit par la raffinerie et de produire l'électricité à destination du réseau électrique. Ces centrales, elles visent plutôt des pays insulaires et ou des pays en développement, dont certains, on peut imaginer, sont davantage préoccupés par leur économie que par la décarbonation de l'énergie. Quel avantage est-ce qu'ils peuvent voir, ces pays, dans une solution décarbonée, comme celle que vous venez de présenter, qui sera potentiellement plus onéreuse ? Comment est-ce que vous argumentez ? Alors, ces pays-là sont souvent très dépendants des importations de combustibles fossiles et c'est ce qui peut entraîner des coûts élevés et une vulnérabilité aux fluctuations des prix internationaux. Donc nous, ce qu'on leur apporte, c'est effectivement la décarbonation, mais surtout, ils sont plutôt tournés vers l'économie et vers leur souveraineté aussi énergétique. Donc c'est ça qu'on va apporter. C'est être indépendant vis-à-vis des importations de gaz ou de combustibles fossiles, d'augmenter leur souveraineté énergétique, leur autonomie et de pouvoir aussi maîtriser leur coût d'électricité et d'avoir aussi une prévision. C'est-à-dire que quand j'achète du diesel, je peux pas en fait prévoir mon prix de diesel sur 5-10 ans. Alors que quand je développe une centrale électrique comme HDF le propose, quand j'ai fini tous les coûts d'infrastructure, donc tous les coûts de construction, ensuite, c'est que de la météo. Et ça, la météo, on peut la prédire. Et donc, je peux prédire combien d'électricité je vais produire année après année. Et j'ai finalement besoin d'un foncier, d'avoir des ressources solaires ou éoliennes. Et donc, ces pays-là, la plupart en ont. Ils peuvent du coup maîtriser leur production d'électricité comme ils le veulent sans dépendre de pays tiers. Quels sont les pays avec lesquels ça a été plus difficile de convaincre, qui avaient des préoccupations peut-être un peu éloignées de la décarbonation ? L'Indonésie, c'est le pays le plus insulaire au monde, avec plus de 17 000 îles, beaucoup de groupes électrogènes. Et c'est vrai que quand on vient proposer une solution, ils nous comparent souvent à une solution de charbon, parce qu'ils produisent aussi du charbon localement en Indonésie. Donc là, on est face à un pays qui, lui, ne dépend pas forcément d'importation. Et donc là,
il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer tous les arguments de la décarbonation à la souveraineté et aussi par rapport au financement des centrales électriques. Demain, une centrale électrique charbon ne sera plus financée. Ça n'est aujourd'hui plus financé par le secteur privé. Il n'y a plus aucun fonds d'investissement, plus aucune banque de développement qui accepte de prêter de l'argent pour du financement de centrales charbon. Donc ces pays-là, urgemment, ont besoin de trouver des solutions alternatives. Ils n'auront pas forcément les compétences de faire des centrales nucléaires qui permettraient aussi de pouvoir stabiliser le réseau électrique. Ils ont beaucoup de foncier, ils ont beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien. Et donc, c'est vraiment ces arguments-là qui sont assez forts pour ces pays-là. Je peux citer également l'exemple de la Namibie où la problématique est complètement différente. Ils n'ont aucune ressource naturelle fossile, pas de charbon, pas de diesel. Donc là, eux, ils dépendent exclusivement de l'électricité qui vient d'Afrique du Sud. Donc la Namibie, ça a été une discussion différente. Là, c'est vraiment de leur apporter une solution complète de souveraineté énergétique, de ne plus dépendre de l'achat à 100% d'électricité qui vient de l'Afrique du Sud. Hanan El Amraoui, quel parcours et quels choix vous ont mené à votre poste d'aujourd'hui, celui de directrice générale adjointe d'Hydrogène de France? Parce que votre ADN initial, votre formation, au fond, c'était plutôt l'aéronautique au départ. Oui, effectivement, j'ai débuté ma carrière avec une formation en ingénierie, mécanique, aéronautique. Mais mon intérêt pour les énergies renouvelables s'est développé lors d'un séjour d'études en Corée du Sud où j'ai pu intégrer un parcours dans la transition énergétique qui n'était pas le cas dans les écoles d'ingénieurs que j'ai pu faire en France. Et je me suis rendu compte que la révolution industrielle qu'il y a pu avoir en Europe a vraiment eu un impact très fort sur le changement climatique dans des pays qui n'ont rien à voir avec la révolution industrielle. Je suis moi-même issue d'un pays, le Maroc, qui a été contraint à de graves sécheresses et qui a impacté beaucoup le développement économique du pays. Et donc, tous ces aspects-là ont fait que j'ai eu envie de tourner ma carrière vers ce secteur d'activité. C'est vrai qu'en étant ingénieur, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir aller dans l'industrie, développer des produits. Et ça a vraiment été un déclic pour moi de me dire qu'il y avait une voie qui était possible, qu'il était possible de développer aussi un produit dans un secteur d'activité où je peux avoir un impact positif sur le monde. La particularité de votre mission, c'est que travailler sur les énergies renouvelables en étant implanté, comme vous le disiez tout à l'heure, dans plus de 30 pays, ça vous rend très dépendant des États et des politiques publiques. Est-ce que votre formation vous a préparé à cette dimension très politique du métier? Est-ce que parfois aussi c'est un frein pour vous? Alors ma formation, clairement pas. Donc j'ai dû me former sur le tas. Et il est vrai que quand j'ai démarré chez Hydrogène de France, et d'autant plus quand j'ai pris ce poste à responsabilité, j'avais sous-estimé l'ampleur de la géopolitique sur notre métier. Nous, on produit l'électricité pour des réseaux électriques publics. Ces réseaux électriques sont sous tutelle du ministère de l'Énergie, donc c'est des entités très politisées. Donc, il faut savoir leur parler, il faut savoir comprendre quelle est la stratégie nationale en termes de mix énergétique. Et donc, un pays comme l'Indonésie ou comme le Mexique ou comme les États-Unis, c'est pas la même politique environnementale, c'est pas la même politique énergétique. C'est un aspect du métier qui est assez complexe. On a pu le vivre aussi en 2024 avec une année record dans les élections présidentielles à travers le monde. Et à chaque fois, on a noué des relations avec un gouvernement. Et puis voilà, en 2024, élection, changement de gouvernement, il faut retravailler, il faut renouer certaines relations. Et donc, c'est à travers tous ces méandres politiques qu'il faut réussir à naviguer. Et HDF, on a vraiment pris le parti d'avoir des personnes en local, des personnes de nationalité du pays également, pour comprendre correctement la culture, comprendre comment le pays fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de pire que de parler à un pays en étant en France et de leur expliquer ce qui est le mieux à faire. Ça vous est déjà arrivé? Ça nous est déjà arrivé et donc on a changé de fusil d'épaule et on a vraiment recruté des personnes en local qui sont capables de parler correctement à ces gouvernements-là. Dans ce contexte-là, quel a été l'épisode le plus intense pour vous, la dirigeante, dans toutes vos négociations, toutes ces discussions avec ces pays en développement, des pays cibles pour vous? Est-ce qu'il y a eu des moments tendus, difficiles? Alors pour sortir un peu seulement des pays en développement, je peux juste prendre l'exemple de la France. Tout notre projet industriel a été développé en France avec l'État, parce qu'on a bénéficié aujourd'hui d'une subvention qui va jusqu'à 512 millions d'euros dans le cadre du programme PIEC pour projet important d'intérêt européen commun. Donc c'est un programme qu'on a développé il y a maintenant plus de 4 ans.
Je l'ai menée personnellement, donc je peux en parler personnellement. On a aussi été perturbé par la politique française depuis 4 ans, qui a aussi évolué. On a eu beaucoup de changements de gouvernement. Donc ça, c'est pas facile à gérer parce que nous, on a un temps industriel qui est très différent du temps politique. Nous, on a des échéances et le temps de la politique, on l'a subi. Et donc, ça a été le plus gros challenge qui, moi, personnellement, j'ai dû à relever durant ces 4 dernières années. Parce que ça pouvait remettre complètement en cause notre programme. Quel sera le prochain défi pour vous, pour le développement d'Hydrogène de France dans les 10 ans à venir ? Alors, le principal défi, c'est de pouvoir industrialiser notre produit, la pile à combustible. Donc, on a ouvert l'usine en mai 2024. On va démarrer la production en 2025. L'objectif à terme, c'est de pouvoir fabriquer 50 unités par an, 1,5 MW, donc 100 MW de capacité annuelle dans cette usine. Et ensuite, on a l'objectif très opérationnel de pouvoir développer aussi nos centrales électriques. Et ensuite, c'est de pouvoir adresser donc ces 2 nouveaux marchés, la mobilité maritime et la mobilité ferroviaire, concrétisées avec des locomotives hydrogène qui pourront tourner, on espère, d'ici 2026, et également sur le marché du maritime d'ici 2027-2028, de pouvoir adresser un bateau qui pourrait tourner 100% à l'hydrogène. Pour terminer, quel serait votre conseil aux dirigeants et aux dirigeantes d'entreprises qui se positionnent sur le marché des énergies renouvelables et qui seront sans doute, comme vous, au croisement des défis techniques et des enjeux politiques ? Alors, c'est de vraiment développer une vision stratégique bien intégrée. Quand on veut développer un projet en énergie renouvelable, il y a vraiment un aspect très local, un aspect très politique. C'est un mix énergétique qui dépend des politiques d'un pays. Donc, il faut surtout pas négliger cet aspect-là, qui peut avoir des conséquences dramatiques sur le planning de nos projets. Donc, il faut réussir à conjuguer la nouvelle technologie, les sujets très politiques, très fonciers, très terrains dans le pays dans lequel on s'installe, et de pouvoir structurer une société en vue de pouvoir adresser ce marché-là. Donc, on ne pourra pas tout faire de France. Si on veut travailler dans les énergies renouvelables, en France, il y a un marché qui est certes très important, mais il faut aussi exporter la valeur ajoutée française. Ça, c'est un sujet très important. Et pour pouvoir exporter la valeur ajoutée française, il faut s'installer à l'international. Il y a des risques, il y a du challenge. Il faut vraiment avoir cette vision stratégique intégrée, de bien comprendre le marché dans lequel on s'installe et de mettre en place une organisation solide pour éviter de complètement se perdre dans le développement où il y a énormément d'acteurs qui se positionnent et pas que des Français. Merci Hanan El Amraoui d'avoir parlé hydrogène, container et géopolitique avec nous. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis dans cette série de rencontres avec des impact makers, des entretiens que vous pouvez écouter et réécouter. Vous y retrouverez 8 témoignages de dirigeants et de dirigeantes qui ont bien voulu nous raconter leur transition énergétique et écologique. Bonne écoute et à très bientôt.